Radio Flamme. C'est le retour de Richard et de Bridget pour un cool afternoon sur les chapeaux de roue aujourd'hui. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est un cool afternoon spécial puisqu'on va partir sur la mer et pour une fois on a une invitée. Alors toi ça te fait plaisir Bridget parce que je sais que tu adores mettre en avant justement les gens qui font des métiers masculins et ce sont des femmes qui font ce métier. C'est ça à peu près en gros. Pour récapituler, cher Richard, c'est gentil. J'aime beaucoup toujours avoir des invités féminines à mes côtés parce que comme ça on se sent solidaire, ça fait girls power, tu vois, je sens le pouvoir aux femmes et surtout quand des invités comme Almaïd Mao exercent un métier vraiment pas banal. Elle va nous en parler. Je peux te dire tout de suite. Comment est-ce qu'on dit, Almaïd? Marin-pêcheur? Oui, c'est ça. Tu es marin-pêcheur. Femme marin-pêcheur. C'est ça. Alors déjà, marin-pêcheur, mais en plus femme, ça va nous annoncer une superbe émission en tout cas. J'ai plein de questions. Ah, bah moi aussi. Très intéressé, toi aussi. Et vous aussi, moi j'en suis sûr. Et ça, on l'a vu sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Cool Afternoon, l'audio, sur la page Facebook. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient très intéressés quand même, parce que c'est vrai que ça surprend. Et je pense qu'on va en parler pendant cette émission, mais c'est un métier qui surprend. Mais sur un bateau. Le mal de mer quand il y a des tempêtes comme il y a 2 semaines. On va en parler. On va commencer par notre jingle. Eh oui. Allez, parti, jingle. 16h, 18h, c'est cool afternoon avec Bridget et Richard. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.fr. Voilà, donc du coup, émission qui commence toujours par un petit tour. Et là, tu vas rigoler, je pense, Malmaïd. C'est que je vois vraiment pas pourquoi. Pas pourquoi. Elle a explosé sa carte bleue au nouveau resto chinois parce qu'elle a été obligée de reprendre des cours. Mais maintenant, elle commence toujours son émission depuis 3 ans avec le fameux proverbe chinois. Le fameux proverbe chinois en rapport avec le thème de l'émission. Voilà, mais toujours choisi avec le minimum de mots. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, quand tu vois le nombre sur les conducteurs, tu t'aperçois qu'au début, elle prenait avec plusieurs lignes. Maintenant, c'est même pas 3 mots, 4 mots. Non, mais t'as pas vu la fin. À la fin, j'ai pas peur, même pas peur à la fin. Ah ouais, tu t'es vraiment lâché là. Mais pour commencer, ça va être tout court, tout petit, tout Alors, petit. Alors, respire un grand coup. Oui, parce qu'après, je te demande de répéter, Almaïd. Donc, écoute bien, surtout. Vous êtes prêts tous? Moi, chers auditeurs, vous êtes prêts derrière votre poste? C'est parti. Chu chang tian tian, chu chang tian yu. J'aime bien la sonorité. Tu la prends par cœur et ton patron, tu lui refais la même chose la prochaine fois quand tu rembarques. Non, mais je l'aime bien là, celui-là. Chu chang tian tian, chu chang tian yu. C'est pas mal. Ça veut dire qui voit le ciel dans l'eau, voit les poissons sur les arbres. C'est dans le thème, on est d'accord. C'est beau, hein. Et moi, je suis un petit poisson. Je suis née en février, donc je suis un petit poisson. C'est les meilleurs. Oh, il y en a une deuxième. C'est pas vrai, tu es poisson. Oui. Franchement, un poisson sur un bateau. Excusez-moi, mais je vais faire le truc. J'ai l'impression d'être dans un aquarium là, parce que derrière la vitre, c'est bon. C'est un peu ça. J'aurais su ça, je vous aurais emmené quelques petites plantes là dehors, et c'était bon quoi. On faisait notre émission tranquille. Ouais, moi je te vois bien, tu sais, en poisson d'aquarium, celui qui nettoie avec le gros museau noir. Qui nettoie le fond de l'aquarium. Il en faut, il en faut toujours le nettoyeur. Et il en faut. Bon, en tout cas, chers auditeurs, vous pouvez cette émission, elle s'appelle Être une femme en mer, et c'est vrai qu'être une femme en mer, en tout cas aujourd'hui, voilà, on a vraiment la femme en mer, puisque tu es Almaïd. Tu es une femme, ça commence bien. Non, mais en même temps, tu es aussi marin-pêcheur. Métier très particulier, et c'est vrai qu'on en parle encore de plus en plus. En ce moment, c'est un métier qui est assez décrié, puisque difficile, de plus en plus difficile. En plus, avec les augmentations de gasoil, ça devient de plus en plus difficile aussi pour avoir un salaire. Mais même pour les matelots, parce que c'est vrai que vous avez ça marche avec des systèmes de parts, apparemment. Donc du coup, c'est assez compliqué. Donc vous savez pas quand vous repartez, vous savez pas avec combien vous allez revenir. C'est un métier qui est assez stressant. Pourquoi tu as choisi ce métier déjà? Alors déjà j'ai choisi ce métier parce que je me voyais pas du tout dans un bureau. Ah bah là t'as tout gagné. Oui, là voilà, c'est l'espace, c'est bien dégagé. Ah ouais, on est libre. Et toute ma famille en fait est marin-pêcheur. D'accord. Donc, ça a commencé avec mon grand-père, ensuite mon oncle et mon cousin est en train de reprendre. Donc au fur et à mesure, je me suis orientée vers un lycée maritime. Et j'ai commencé à embarquer assez jeune.
pour voir déjà si ça me plaisait. J'avais la chance d'avoir des bateaux dans ma famille. Ah ouais, donc du coup c'était facile pour toi de... C'était carrément facile. Tu avais le pied marin Ah oui. aussitôt? Mais je vous avoue que je suis malade parfois. C'est vrai? Ouais. Bah, tu sais que même les grands marins, parce que moi je sais plus la voile que je suis en temps normal, même en journaliste technique cet hiver avec l'hiver dernier avec le Vendée Globe, même les marins professionnels sont malades, hein, et beaucoup. Hein. Ah oui, je connais quelques patrons qui dès qu'il y a gros mauvais temps, c'est pas la peine, ils sont malades, hein. Mais ils partent quand même. Non, non, mais c'est ça. Et donc du coup, tes premiers pas, tu les as fait à quel âge? J'ai dû embarquer à l'âge de 12 ans pour les vacances d'été pour voir. Ah. Et tu travaillais d'emblée comme un vrai marin sur le bateau? Non, au début j'observais et puis à la fin je commençais à trier le poisson. Donc c'est vrai qu'à 12 ans, différencier un maquereau d'un chinchard, bon. Alors, attends, un maquereau et l'autre c'est quoi? Un chinchard. C'est un poisson. C'est un poisson également, oui. Et ça se mange? Oui, ça se mange. Alors, et j'avoue que je ne pense pas en avoir mangé. Non, ça ressemble au... Ah bon, d'accord. Ça me rassure. Ça me rassure. Tu sais que tu seras obligé de passer avant la fin de l'émission à ta recette préférée de poisson. Alors donc du coup, vas-y, entraîne-toi. Ah ouais, faut que je réfléchisse. Donc il y a des maquereaux et un poisson qui lui ressemble, mais qui n'est pas qui lui ressemble, oui et non, mais il faut savoir les différencier parce qu'on les met pas dans les mêmes bacs. D'accord. C'est juste ça. Au début, j'ai commencé par ça et au fur et à mesure, je suis partie au lycée maritime, donc j'ai eu le droit d'embarquer plus longtemps. Alors, on a reçu il y a quelque temps le directeur adjoint du lycée maritime de Cherbourg. C'était l'année dernière. Et justement... On avait vraiment aimé cette émission où il nous avait expliqué un petit peu toutes les filières de formation qui existent dans la région. Et c'était vraiment très intéressant. Oui, parce que et depuis, on te court après. Enfin, tu es sur toutes les mers et tu es embarqué tout le temps. Et en fait, j'attendais que tu débarques. Voilà. Donc là, vraiment, Richard et moi, on est très contents de t'accueillir. Également, merci beaucoup. Et donc, on parlait de tes premières fois. Quand est-ce que vraiment tu as eu le déclic en te disant je veux faire une carrière, je veux apprendre le métier? Quand je suis rentrée au lycée maritime de Cherbourg, j'avais déjà 18 ans parce que j'avais déjà fait un bac économique et social. Donc un professeur m'a proposé de faire un stage de découverte sur le navire océanographique Thalassa. Donc j'ai embarqué 2 semaines à l'aventure et c'est là que je me suis rendu compte que c'est tout à fait ça que je voulais faire. Ah, c'était vraiment ton métier, tu savais que t'étais pas loupé, quoi. C'est ça, d'emblée, quand j'ai embarqué sur un bateau océanographique, je me suis dit c'est ça. Et en plus, célèbre bateau, parce que le Thalassa, c'est un bateau quand même qui est assez grand. C'est 74 mètres. Et qui fait des missions, de sondage et qui fait des missions aussi scientifiques. Fait des missions scientifiques, donc on a une partie océanographique et une partie pêche. La particularité de ce bateau-là. D'accord, ça appartient à l'Ifremer, merci. C'est d'accord. Bon, voilà. Donc maintenant j'ai compris pourquoi toutes les informations qu'elle m'a données, mais en vrac, c'était un peu comme dans un checker. Maintenant c'est bon. Voilà, quand on n'a pas l'oreille, forcément. Qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? Qu'est-ce qui te plaît? Ce qui fait que tu peux pas faire autre chose parce que ça te manquerait de ne pas avoir quelque chose. Déjà le fait d'être sur un bateau, parce qu'il faut savoir que du coup être marin-pêcheur et marin sur un bateau océanographique, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est d'avoir quelques privilèges comme le lever du soleil au plein milieu sur l'eau. Clairement, il y a que nous. Le coucher du soleil, quand il fait super beau, on a le droit de voir des dauphins. C'est vraiment un moment vraiment privilégié. Flipper, le dauphin. Voilà, qui appartient à nous. Il arrive. Donc c'est surtout ça. Et on va parler juste après la pause musicale, parce que là on a choisi une musique qui te va à ravir, ça c'est sûr. Et puis pour mettre la pêche, on a besoin d'avoir un petit peu de on va parler des coins les plus reculés où tu as été. Mais justement, on te laisse réfléchir à ça. Et maintenant, on va vous proposer un petit, je crois, Pirates des Caraïbes, c'est bien ça? Oui, alors Pirates des Caraïbes, parce que franchement, moi j'adore la musique, elle est très entraînante. Vous connaissez les Pirates des Caraïbes, c'est une franchise de médias cinématographiques sur la piraterie qui a été produite par Jerry Bruckheimer et Walt Disney Pictures
Pictures, bien sûr, qu'on peut entendre aussi dans un parc célèbre, où l'attraction est vraiment super à faire. 5 films sortis entre 2003 et 2017 avec le splendide Johnny Depp qui interprète le pirate Jack Sparrow, et il a su créer un personnage. Les producteurs pensaient que ça allait pas marcher parce que c'était pas vraiment d'actualité d'avoir un film sur ce type la piraterie en mer, et grâce au personnage inventé joué par Johnny Depp, ça a été vraiment un carton. Ce qui fait que depuis, on a eu La malédiction du Black Pearl, Le secret du coffre maudit, Jusqu'au bout du monde, La fontaine de Jouvence, La vengeance de Salazar, tout ça avec différents réalisateurs, mais toujours dans la même fibre de Pirates des Caraïbes. Et cette célèbre musique entraînante qu'on va vous diffuser maintenant. Qui nous emporte. Voilà, donc c'était Pirates des Caraïbes. Et donc, au moins ça nous a fait revivre les belles musiques bien sympathiques. Carrément, ça met dans l'ambiance, on est sur un bateau là. Moi je suis prête à l'abordage. Moi j'ai plus la partie Caraïbes, tu sais, l'eau à 28 degrés, il fait beau, chaud, le corail, c'est à peu près ça, tu vois. Ah oui, moi je suis plus Johnny Depp. Je sais pas pourquoi. On cherchera même pas d'ailleurs à poser la question. Vous pouvez retrouver notre émission Cool Afternoon tous les vendredis 16h à 18h bien sûr, mais vous avez aussi les réseaux sociaux, comme on vous disait, et à chaque fois j'oublie, mais bien sûr Facebook où notre amie Bridget publie régulièrement des photos. Oui, et sur Instagram. Voilà, vous allez voir la photo d'Almaïd qui est dans les studios de Radio Flamme avec nous aujourd'hui. C'est super d'avoir Almaïd Mao avec nous comme ça. Et ça fait 1 an quand même qu'on arrive à essayer d'avoir. Ah oui, parce que en fait, quand on s'est contacté, moi je te demande est-ce que tu peux venir à l'émission. Alors on se tutoie bien sûr, j'ai demandé à Almaïd, on est en relation depuis déjà presque 1 an, je pense. Presque 1 an. Et en fait à chaque fois c'est non, je suis en mer, donc je débarque telle date tout. Et ça correspondait jamais. Et là pile poil. Je t'ai écrit, tu m'as dit je débarque, j'arrive, je sais plus quand. Oui, c'est ça, j'étais en pleine mission et du coup j'ai débarqué 15 février, 12 ou 15 février. Ça tombait pile poil. Et tu revenais de quelle Alors justement, quelle mer? Tu revenais d'où et quel est l'endroit où tu as été le plus loin dans ton métier justement de marin? Ça nous fait rêver de façon générale à regarder une carte. Alors moi je suis un passionné de cartes, j'aime bien acheter des cartes, j'adore justement regarder un petit peu comment est le monde, et souvent une carte me fait penser à une mer, me fait penser à des fois à des côtes. Alors vas-y, fais-nous rêver. Alors je vais pas vraiment vous faire rêver parce que le plus loin, j'ai contourné la France. Juste au large de Brest. Oh mince. Pas loin. Alors là je reviens de la mission qui s'appelle IBTS. On a évalué le stock de boissons dans la mer du Nord. Ça fait pas totalement rêver, on est loin de Pirates des Caraïbes. Alors je sais pas si c'est pour l'évaluation. Tu n'as pas rencontré Johnny Depp, c'est ce que tu veux dire. Non, il n'y a pas de Johnny Depp sur ton bateau. Ou alors c'était un Chinois, mais il ressemblait pas du tout. Il avait le même nom, donc du coup c'était pas possible. C'était pas trop ça. J'ai fait le golfe de Gascogne, la Méditerranée avec le détroit de Gibraltar. Bah si, quand même. Voilà. Moi j'ai pas fait ça en bateau, moi, tu vois. Mais ça fait 1 an que je suis sur les bateaux océanographiques, donc c'est vrai que j'ai pas vraiment voyagé. On te propose de revenir nous voir régulièrement si tu veux, comme ça tu nous feras au fur et à mesure, voilà. Et peut-être que dans 20 ans, si nous avons la chance encore d'être présents, et que tu retrouves ta voix, toi Bridget. Alors, on essaiera. Tu te projettes vraiment dans l'avenir là, Richard. Ah mais j'aime bien. Oui, je vois ça. Mais quelle est la première difficulté quand on est une femme sur un bateau? Être une femme. C'est être une femme, parce que tous les autres sont des hommes. Ouais. C'est ça, tu es toute seule comme pour représenter. Pareil, quel type de navire? Sur un bateau de pêche, la plus grande difficulté, ça va être d'être une femme, parce qu'on va nous voir comme plus faibles. Oui. On va pas avoir la niaque, on va être fatigué plus vite, enfin tous les stéréotypes. Et est-ce que c'est vrai? Ah non. C'est pas vrai? Ah non, quand on est une femme et qu'on veut vraiment sa place au sein d'un navire, on va se donner peut-être 2 fois plus pour qu'on puisse s'affirmer et se dire on vaut la place d'un homme. On prend notre place, on est là et il est hors de question qu'on nous la prenne. Mais après, une fois que tu as gagné ta place au sein d'une équipe, d'un équipage, je pense qu'on doit dire, je suppose que tu dois être un peu une mascotte. Ils doivent te chouchouter, non?
Ah là, carrément, ça dépend sur quel type d'équipage. Ça dépend. Ouais, parce que le mot chouchouter, ça peut. Mais on va. Non, mais je me comprends. On nous protège, entre guillemets, ouais. Oui, quand même, ça doit être Pour agréable. certains, on non leur fait penser à leur fille, donc c'est vrai qu'on est là, toute petite, on est là. Bah, tu fais attention, hein, regarde où tu mets tes pieds, tes mains. Tu te casses pas un ongle. C'est ça, ouais, ils sont souvent là. Bah, justement, l'anecdote. Le premier embarquement que j'ai fait en allant saisir l'ancre, je me suis coincé le doigt entre le gros maillon et l'ancre. Et donc là, mon ongle est devenu noir. Donc à chaque fois qu'il me voit, oh bah fais attention à ton ongle, attention où tu mets tes mains, mets tes gants. Donc, ça c'est le truc. Les EPI, qu'est-ce que tu veux? Ouais, Les c'est EPI. tout à fait ça, voilà. C'est Mais j'avais normal. mon casque, mais pas les gants. Mais- D'accord. Et justement, alors on en parlait juste en antenne, tu as un rythme de vie qui est assez spécial, c'est-à-dire que tu embarques un certain temps en mer et tu débarques pour un certain temps. Tu peux nous expliquer vite fait justement cette vie particulière que tu as, c'est-à-dire où tu quittes totalement la région cherbourgeoise pendant plusieurs mois avant d'y revenir. C'est ça. Alors du coup, sur un bateau océanographique, on va être embarqué entre 1 et 2 mois. Et l'équivalent qu'on fait en mer, on l'a à terre. D'accord. Pendant 1 mois et demi ou 2 mois, on quitte vraiment tout, on est au boulot, enfin tout le temps. Ouais, mais c'est combien d'heures? On fait 10 heures par jour, 7 jours sur 7. D'accord, oui, donc du coup Après, c'est prenant quand même, c'est ça. c'est très Soit fatigant. on est de ce qu'on appelle de roulante, on va travailler la journée, ou alors on peut être de quart. Donc on fait soit le 8-12, donc 8 heures, 12 heures. Après on fait 8 heures, 1 heure avec une ronde. On doit faire une ronde tout au long dans tout le bateau pour voir qu'il n'y a rien qui cloche entre guillemets. Donc La il y a sécurité. 3 quarts. Mhm. Voilà. D'accord. Ah oui, donc du coup c'est assez particulier. Ça dépend le rythme. Ça dépend de rythme. J'ai vu dans un reportage que les marins philippins, entre autres, chez les croisiéristes par exemple, embarquaient pour 9 mois Ouais. consécutifs, c'est ça, c'est vrai? C'est ça, ouais. Eux, ils ont des temps d'embarquement beaucoup plus longs que les Français. Nous, c'est maximum 2 mois D'accord. dans Alors, cette compagnie-là. on va en parler parce que là on va passer la pub, mais je voudrais qu'on parle un petit peu de ces fameux pavillons, les pavillons français, le RIF apparemment maintenant qui existe. Et j'aimerais bien aussi qu'on parle des pavillons en complaisance parce qu'apparemment les employés qui sont à l'intérieur sont vraiment dans de mauvaises circonstances. Enfin c'est assez difficile, mais j'aimerais bien que tu me donnes ton avis là-dessus. Mais on va écouter tout de suite la pub. Si ça vous berge. Et on se retrouve tout de suite derrière. Retour au direct sur notre antenne Radio Flamme 90.6 pour les gens qui peuvent nous écouter avec leur radio et aussi sur internet. Vous avez juste à taper Radio Flamme en direct et vous pouvez nous retrouver grâce à notre ami Google partout dans le monde. Si vous voulez nous écouter, c'est quand même beau. Hein. Même tes collègues au milieu de l'océan pourront t'écouter. Ouais. Nous sommes en compagnie d'Almaïd Mao, qui est femme marin-pêcheur et qui nous raconte sa vie incroyable. Sur un bateau, embarqué la plupart du temps. Ça fait rêver. Disons que c'est le métier comme qu'on a. Ça fait rêver Ouais, parce ça qu'on fait est à rêver. terre, nous. Alors, voilà. Donc du coup, tu nous as dit que tu avais voyagé quand même. C'est vrai que c'est assez loin. Hein. C'est un beau petit voyage déjà. Mais donc du coup, c'est quand même assez particulier puisque à chaque fois tu embarques 2 mois et tu repars 2 mois. Mais comment ça se passe parce que c'est quand même assez déchirant pendant 2 mois. Tu t'es complètement coupé du monde. Est-ce que tu as les réseaux sociaux? Est-ce que tu as ton Facebook? Comment ça se passe? Si pendant la durée de l'embarquement, on a le droit, on a la Wi-Fi pendant 1 heure, mais pareil, on la renouvelle quand on veut et tout, donc on a les réseaux sociaux. Et généralement, on fait une escale toutes les 2 semaines sur les missions que j'ai pu faire. D'accord. Donc toutes les 2 semaines, on touche à un port, et donc là, on peut appeler la famille et tout ça, mais on n'est jamais vraiment coupé du monde. Alors par contre, il s'agit pas d'oublier sa carte d'identité ni son passeport. Hein. Ah non, c'est mort. Hein, Sinon, on reste sur le quai. Ah ouais. Même tout ce qui est diplôme, visite médicale, s'il n'y a pas certains trucs, bye bye. Alors justement, les petits conseils d'une personne qui est dans le métier et qui pourrait s'adresser éventuellement à des gens qui nous écoutent, qui vont faire leur premier embarquement, qui ne connaissent rien, ils savent pas. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut partir? Il faut partir avec donc tous les papiers complets. Comment ça se passe? Parce que j'ai vu aussi qu'il y avait des diplômes particuliers en fonction de ce que tu dois faire, hein, mais comment ça se passe? Parce que ça a l'air d'être en préparant cette émission, j'ai attrapé un mal de tête. Ouais. Alors, faut garder tous ses diplômes. Le mieux, c'est d'embarquer carrément avec son classeur. Alors du coup, petit conseil, tout scanner sur une clé USB. Parce que la dernière mission, j'ai embarqué, on m'a dit t'as tes diplômes? Et non, la valise était trop pleine et le classeur est resté à la maison, quoi. Donc, Et en plus des diplômes papier sur un bateau, ça doit être humide, mouillé. ben, sur les grandes unités comme ça, non. Non, ça va. Ça reste en passerelle et c'est bien protégé. Là, il n'y a aucun souci. C'est pas du tout comme un bateau de pêche
où là, on prend que le fascicule. Ouais, de façon à ce que ça soit facile. C'est ça. Alors justement, donc tes papiers d'identité, ça c'est une obligation, hein, parce que je suppose que quand tu arrives, tu n'embarques pas, tu débarques dans des ports des fois étrangers. Je l'ai jamais fait, mais oui, ça peut arriver. Et c'est donc du coup, il faut absolument le passeport, carte d'identité et le vaccin contre la fièvre jaune. Ah ouais. D'accord. Moi j'ai une question, Almaïd. Ces temps-ci, on a subi plusieurs tempêtes d'affilée qui n'ont pas arrêté. Est-ce que ça t'est arrivé d'être sur l'eau et d'affronter sur ton bateau une tempête avec des vagues de plusieurs mètres, etc. Alors oui, sur les bateaux de pêche quelques fois, parce que du coup on est plus petit, donc même si la vague est pas grosse, ça roule quand même. Ouais. Et sur le Thalassa aussi. Alors c'était que je dise pas de bêtises, au mois d'avril. Et dans le golfe de Gascogne, il n'y a pas vraiment de côte qui nous protège, donc on en prenait vraiment plein la tête. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Comment tu as réagi, surtout la première fois, parce que maintenant, je suppose que tu es un peu habitué. Sur tes petits bateaux de pêche, quand je dis petits, entre 16 et 20 mètres, hein, on est plutôt là à regarder si tout est bien calé, si le poisson est bien amarré, tout ça pour pas que tout tombe par terre. Et tu es attaché aussi? Tu as une ceinture, une bouée de... Non, nous, sur les bateaux de pêche, on a des VFI qu'on met quand on fait les manœuvres, que c'est plus risqué. Alors, le VFI pour nos auditeurs, parce que toi, tu nous fais le geste, donc on comprend que c'est une brassière. Voilà. Vêtements à flottabilité intégrée, si je dis pas de bêtises. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, on n'est pas à la télévision, hein, donc du coup, c'est vrai que je te vois faire les gestes, donc j'ai bien compris. En plus, je connais un peu donc j'ai bien compris. Mais c'est vrai que 99,90% de nos auditeurs n'ont pas compris ce que tu as dit à ce moment-là. Donc c'est vraiment une brassière, voilà. Et un gilet de sauvetage. Voilà, c'est tout à fait ça. Et sur les plus grandes unités, pardon, c'est plus cool. Enfin, c'est pas vraiment l'idée de oh là là, il y a mauvais temps, où sont les combinaisons de survie, les canaux de sauvetage, non. Non, faut continuer à travailler. Faut continuer. On met en pêche, ça reste idem qu'il fasse beau ou mauvais temps. Ton expérience avec les bateaux de pêche beaucoup plus petits quand tu as commencé, ça t'a servi quand même quand tu arrives sur une grosse unité comme ça. C'est une bonne expérience. Ah oui, carrément. Justement, j'aurais pu embarquer chez l'armement G-Navire quand je suis sortie de l'école, mais j'ai préféré aller à la pêche et avoir une expérience plus professionnelle du métier vraiment de marin-pêcheur. Donc ça apprend vraiment, je vais pas dire plus, mais je sais un peu plus de choses qu'une personne, par exemple, qui aurait embarqué directement sur un bateau océanographique. Et ouais, parce que justement, ça te permet. Et par contre, dans ta tête, je suppose que tu as un petit, le coin de ta tête, à un moment donné, s'il faut que tu ailles dans ta famille parce qu'il faut reprendre la continuité, tu lui seras prête à le faire, quoi. Je sais pas. Non, c'est vrai. Travailler en famille, ça n'a pas que du bon. Hein. Ah tiens, j'aurais cru. Non, parce que tes parents, s'ils t'écoutent, ils vont être contents. Ouais, non, mais tonton, déjà, ma mère, elle a eu 3 filles, elle a dit, ah bah cool, il n'y en a aucune qui fera ce métier-là. Pour l'instant, il y en a une, peut-être une autre. Mais bon. J'ai mes 203, faites gaffe dans la famille. Je suppose que tu n'es pas frileuse. Non, pas vraiment, non. Parce que j'ai vu les marins pêcheurs de Saint-Va ramener leur pêche, par exemple, et les mains sont rougies parce qu'ils travaillent des fois sans gants. Et ils sont très, oui, c'est ça, c'est plus pratique. On touche les choses. C'est comme la vaisselle. On fait pas la vaisselle avec les gants MAPA. J'ai dit une marque, mais j'en connais pas d'autres. Bon, débrouille-toi avec les autres marques. Bon, je vais pas faire d'autres allusions. C'est terminé, je vous promets. C'est vrai que c'est vachement glamour. On essaye de faire voyager les auditeurs. Tu vois, on part loin, machin, et là tu nous reviens dans le concret. Tu reviens devant l'évier, quoi. Le look. Donc tu dois avoir froid aux mains, des engelures, les mains rouges, bleues, de froid. Je sens la prochaine question. Elle va te demander comment tu fais tes manucures et tout ça. Je sens. Toujours l'aliment dans la poche. Ah tiens, tu vois, on reste féminine jusqu'au bout des ongles. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est toujours en activité, donc on n'a pas vraiment froid. On se couvre pas comme grosse doudoune et tout ça. Il y a des cirés quand même, les cirés, la combinaison, enfin le pantalon avec les bretelles. Est-ce que c'est le ciré jaune Ah oui, forcément. Forcément. Bah, oui. Moi j'ai mon ciré, j'ai mon petit ciré jaune. Et j'en ai un autre quand j'ai fait la coquille Saint-Jacques qui était un peu plus rembourré au niveau des genoux et tout, parce qu'on est toujours à genoux. Ah. Donc, mais comment faites-vous pour rester là-dedans? À chaque fois j'en ai porté. Toi tu peux pas. Mais à chaque fois j'en ai porté, mais t'as l'impression que tu fais tu es en train de faire une séance de sauna hammam. Ah oui. Tu comprends pas. J'ai jamais compris. C'est vrai que l'été quand il fait super chaud, moi je suis toujours en legging de sport.
J'en vois qui sont en jean et tout là-dessous. Oh non, je pourrais pas. Mais après, c'est super confort. Une fois qu'on a trouvé l'habit à mettre en dessous, on peut se rouler par terre, il n'y a aucun souci. Hein. Ah oui, non, mais ça a l'air d'être solide. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, les expériences que j'ai eues plus jeunes avec ce genre, parce qu'à chaque fois c'était cette marque-là, jaune. Mais j'en ai un aussi, moi, figure-toi, pour aller à la pêche à pied. Oui, non, mais tu commences, mais t'es fier comme un pape. Limite, tu pourrais avoir 300 km/h de vent, tu pourrais avoir un océan qui te tombe dessus, t'as l'impression que le truc il est mais vraiment incassable. Au bout de 3 minutes, tu commences déjà à avoir l'eau qui tombe, mais c'est juste parce que tu sues à l'intérieur. Et au bout de 3 heures, c'est mort, t'es trempé comme si c'était à l'extérieur. Mais j'ai jamais compris comment vous faites pour travailler avec ça. Bah ça nous protège. On sait qu'à tout moment on peut se rouler par terre, on peut aller par terre choper un truc et tout ça. Mais tu te roules tous les jours par terre, toi? Sur un bateau. parce que l'argument moi j'ai l'image, hein. Je sais pas si c'est bon, mais j'ai une image tout d'un coup. Parce que moi j'ai l'habitude, comme je te disais, j'ai plus l'habitude des voiliers. Les marins maintenant utilisent de plus en plus des textures. Ils travaillent avec les marques justement pour avoir des produits de plus en plus fins, faciles et qui va aérer, qui va être très confortable, on va dire. Et on a l'impression que vous êtes les seuls à garder encore cette marque-là, quoi. Et ce truc. C'est génial, c'est imperméable. D'accord. L'eau, c'est le principal. En plus, l'avantage c'est que quand t'es trempé à l'intérieur et à l'extérieur aussi, parce que si t'as attrapé un coup de chaud, tu le sais. Hein. Oui, bah ça c'est sûr. Mais c'est vrai que quand on a l'équipement complet, il pourrait y avoir des averses et des averses. C'est impeccable. On est couvert, c'est beaucoup plus agréable que de travailler, trempé. Alors, j'ai aussi une petite question. Alors moi, ça m'a fait rire. Parce que le hasard a fait que, en passant devant le lycée Aquacole, c'est ça, de Cherbourg, qui d'ailleurs vont être bientôt en porte ouverte, hein, je tiens à le préciser, parce que comme beaucoup de lycées sur la région de Cherbourg, donc du coup pour les auditeurs qui nous écoutent et qui voudraient mettre leurs enfants justement là-bas, regardez bien parce que la date elle arrive très très rapidement. Pour découvrir les métiers de la mer. Voilà, mais vous sautez toujours dans le bassin du commerce parce que une fois tous les exercices avec les gamins, tous avec leur combinaison de survie et que je te balance les gamins, c'est génial. Moi je veux faire prof. Vient toujours immortaliser avec une photo qui est super marrante. Surtout qu'elle nous met pas en valeur, mais ça fait rire tout le monde. C'est ça. Non mais c'est trop drôle. C'est tellement drôle. C'est drôle, mais c'est la sécurité avant tout. Oui, c'est ça. On nous apprend à la mettre en un minimum de temps dans le noir. Et puis sauter correctement avec, parce qu'il ne s'agit pas de faire une bombe. Et on nous apprend à retourner un bombard et à réussir à monter dedans, parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais Alain Bombard qui a inventé le petit bateau pneumatique de survie, quoi. C'est resté vraiment l'outil essentiel pour la sécurité et sauver des marins. Il faut savoir que du coup c'est une combinaison qui est adaptée normalement pour tout le monde. Donc je fais 1m58, mais il y a des gars d'1m80 qui sont aussi dans la combinaison. Donc moi, il est 3 fois trop grand. Mais il faut savoir arriver à manipuler la petite cordelette qui va nous permettre à retourner le bombard. Il faut arriver à monter dessus alors qu'on est trempé. Enfin, c'est un bon exercice. Oui, ça a l'air d'être assez drôle. Moi, ça m'a fait rire. Ah ouais, on apprend à nager, à réussir à se regrouper. Il fait beau, c'est pas mal. Mais en mauvais temps, à mon avis, ça doit être un peu plus... Et vos profs choisissent quand même bien le moment, parce que moi je me rappelle cette fois-ci que je l'avais vu, c'était en tout début d'année. Il faisait froid, mais c'était terriblement froid. Il faisait beau, mais il faisait froid. Mais c'était. On fait ça dans le bassin. Oui. On fait pas ça avec les bonnes odeurs de gasoil. Ouais, c'est génial. C'est top. Alors je me pose une petite question, Almaïd, parce que pendant que tu es sur un bateau embarqué pendant plusieurs semaines, tu es habillé en ciré, clairement, et tu ne te préoccupes pas de ton look. Et quand tu es à terre pour ton temps de repos, alors comment ça se passe? Tu retrouves du plaisir Je vais te corriger parce qu'à bord des bateaux océanographiques, on s'occupe de notre look. Il faut savoir que le dimanche, c'est un dimanche où on doit être assez bien habillé. Il y en a qui jouent le jeu, d'autres non. Mais c'est vrai que nous, les filles, on embarque avec une petite chemise. J'en ai vu avec des robes, bien coiffées, bien maquillées. Le dimanche, c'est sacré. C'est bien ça. Ça, tu nous dévoiles un truc. Autrement, ouais. Mais c'est vrai que du coup, à terre, je vais prendre plus de plaisir, tout bête, à me faire épiler les sourcils, le coiffeur, les ongles. On fait un peu plus attention à sa tenue. C'est un peu plus agréable. Tu profites vraiment quand tu es à terre, quoi. Ouais, par contre, à bord, faudrait voir des photos où on est grosses chaussettes, leggings, ça ressemble à rien, les cheveux en bataille, ça fait vraiment le choc. Et sur un bateau, est-ce que il n'y a pas de quartier filles? Comment c'est organisé pour toi? Alors, sur les bateaux océanographiques, on a des cabines, donc selon le bateau, double ou simple.
Et donc là, c'est vraiment, mais l'entente se fait super bien. On est avec une ou deux filles. Enfin, du coup, ouais, on est seul ou avec une autre fille. Et tous les autres locaux sont mixtes. On a notre douche. On a quand même les sanitaires dans la cabine. Oui, donc du coup, vous êtes quand même très indépendante. Oui. C'est comme si tu partais en croisière pendant 2 mois, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Ouais, Carrément. On travaille à côté, mais ouais, ça fait ça. On a notre confort. Mais non, le rythme reste assez cool. Quand tu reviens sur la terre ferme, est-ce que tu as la sensation que la terre se dérobe sous tes pas? Non, ça me l'a fait quand j'étais jeune, quand j'ai embarqué sur les bateaux de pêche. Mais non, maintenant, plus du tout. Plus du tout carrément maintenant. habitué, quoi. Tu es il faut savoir une les pro. gros bateaux, ça bouge carrément moins, donc on n'a pas cette sensation-là. Enfin, moi, je l'ai pas en tout cas. Et en même temps, c'est vrai que quand tu reviens aussi, t'as loupé 2 mois de ta vie, donc du coup, il faut que tu arrives à reprendre tout. Il y a des trucs qui changent, ouais. Hein, Je te dis pas les soirées et tout. Ouais, mais là j'ai récupéré un chien. Pendant mon embarque, il y a un gars qui me dit tiens, il y a un berger australien, patati, patata. Moi, grande fan des animaux, je suis attends, je joue avec mes parents, tout. Et donc là, mes parents, ça fait 2 semaines qu'ils ont le chien, et moi j'arrive, je vois cette boule de poil, il faut que je m'en occupe. Donc il y a plein de choses à rattraper. Bon, un coup de Tu chance. peux pas l'emmener avec toi en mer. Non, tu vois, t'as 2 propriétaires de chiens avec toi, parce que moi c'est un husky, et toi c'est quoi ton moi, espèce de... c'est un Spitz Voilà. Poméranien. Un spot, oui, non mais c'est petit, ça ressemble à une grosse boule. Et Avant, je disais qu'elle venait de Russie, de Saint-Pétersbourg. Maintenant, je vais dire qu'elle vient d'Ukraine. On sait jamais. Mais tu sais qu'à la télé, c'est terrible parce qu'à la télé, j'en vois plein des petits chiens comme ça qui sont avec les réfugiés dans le métro. Je t'assure. Non, mais même la des chats. petite jeune fille. Alors je sais pas si tu as vu cette info passer. Je vous le précise, mais cette petite info passée, cette jeune fille qui a décidé de quitter l'Ukraine. Elle était indienne, mais qui a refusé de partir sans son chien. C'est un husky. Il y a une magnifique photo qui a tourné il y a 3 jours, qui a eu un gros succès justement à cause de ça, parce que on voit la jeune fille qui est avec son husky dans les bras, parce qu'elle a refusé de quitter l'Ukraine sans son chien. Ils ont assoupli, les pays voisins, ils ont assoupli normalement certaines lois pour qu'ils puissent quitter plus facilement avec les animaux. Avec leurs animaux, voilà. Mais bon, voilà, t'as 2 propriétaires de chiens qui sont passionnés de leurs chiens, donc voilà, c'est complètement fada. Fada 2 semaines. Mais bon, voilà, toi, t'as 2 semaines, mais il faut que tu apprennes que c'est toi, que tu fais partie de la meute et que c'est ça, voilà, ouais. C'est moi le chef maintenant. Oui, mais il faut qu'ils comprennent. Alors c'est elle ou elle? C'est elle. Ah bah voilà. Bon bah mais donc. C'est vrai qu'il va falloir qu'elle comprenne. Enfin, même mon chat a compris, lui. Mais c'est vrai qu'il va falloir qu'elle comprenne que pendant 1 mois ou 2 mois je suis pas là et qu'après je reviens sans vraiment l'abandonner. Enfin, c'est pour lui donner à manger, quoi. C'est particulier, quoi. Mais en même temps, quand tu reviens, t'as qu'une envie, c'est de revenir parce que justement tu te dis je vais aller la revoir, comment qu'elle va bouger, comment qu'elle va être. Ça. Et puis après, j'ai 2 mois à terre où je travaille pas du tout. Enfin, je fais ce que je veux. Je peux travailler à côté si je veux parce que je suis encore en CDD. Mais je peux profiter à plein temps, quoi. Oui, donc du coup ça c'est justement parce que c'est vrai que ça c'est particulier comme métier, on en parlait tout à l'heure, mais tu as donc pour l'instant tu es en CDD, mais après tu espères obtenir un CDI un jour, voilà, et là ça va te permettre après d'être plus tranquille. Ça va quitter le petit nid, acheter une petite maison, quoi. Sur le bord de l'eau. Pourquoi pas, ouais, je me vois pas en pleine campagne, non, toujours près de la plage. Pour voir la mer. Ouais, c'est ça. C'est bizarre quand même. Alors c'est étonnant parce que franchement, tu y passes 2 mois complets et on pourrait penser que éventuellement choisir une maison en pleine campagne t'aurait pas forcément déplu, mais non. Non, toujours proche de la mer, ouais. Toujours pour voir la mer. Ouais. Les vacances et tout, faut toujours être proche de la mer. Et dis-moi, pendant les vacances, tu vas pas quand même, si tiens, éventuellement, quand t'as papa, tonton, ou tiens, tu veux venir avec nous, tu viens ou... éventuellement, s'ils ont besoin de personne, ils savent très bien que s'ils ont besoin, je suis là, quoi. Ah, d'accord. C'est jamais très loin. C'est un petit poisson qui a ça dans la peau, quoi, en fait. Ouais. Si tu devais te comparer à un poisson, ça serait lequel? Si je devais me comparer à un poisson, la roussette. Ouais, c'est pas vraiment un poisson. C'est un petit requin. C'est pas un vrai requin en fait, c'est presque un requin, mais c'est inoffensif. C'est pas un poisson. Un vrai poisson, je sais pas trop. Mais j'adore la roussette. Richard en macro. J'aurais dit en cachalot, moi, parce que vu ma taille et ma corpulence. Tu vois, moi j'étais en deçà. En deçà. Non, il n'est pas très très longtemps, j'ai découvert sur YouTube magnifique reportage justement sur la vie des cachalots. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant quand même. Ils ont une vie. Alors, moi j'aime bien les requins, chats
les requins charlequins. Tu vois, par exemple, j'aime bien les requins. Donc il y a oui, chat arlequin. Il y a plein de noms comme ça. Il y a des tas le requin blanc aussi. Quand il passe devant toi, il miaule, non, c'est ça? C'est ça, miaou, miaou. C'est mon amour des animaux, ça. Il ronronne, tu lui caresses le ventre. Mais chacun son truc, hein. Après, il y en a qui aiment bien les bars. Ouais. Et toi, Bridget, quel poisson? En quel poisson? Oh, moi, en quel poisson? Alors, j'ai pas pensé à quel poisson. Poisson lune, tiens. Ça peut vous faire cogiter. Je te jure que la photo de ton profil Facebook va falloir que... Bon, après, il faut que tu assumes. Jusqu'au bout, en tout cas. Oh, moi, j'assume. On va parler d'animaux, et quand on parle d'animaux, on va s'écouter un petit peu Alain Souchon, les ours et... Non, pas les ours. Là. Bah, c'est marqué ours. Ours, c'est son fils. Il a 2 fils, Alain Souchon. Il a Pierre Souchon, et il a Ours qui a voulu faire aussi une carrière. Il est plié de rire. Il s'est planté. Le rapport avec la mer. Ours, n'importe quoi. Précision pour dimanche, t'évites de me faire des trucs comme ça, s'il te plaît. Donc, tout le monde connaît forcément Alain Souchon, mais il a un fils qui s'appelle Ours, c'est son pseudo, c'est son nom de scène. Il est aussi chanteur, mais il a moins de succès que son père, forcément. Et il y a aussi Pierre Souchon. Et Alain Souchon a... Je pense que ce brave homme, il doit être bourru comme un ours. C'est vrai, hein, il est un peu comme toi. Voilà, parce que toi, et en fait, ils ont chanté. Enfin, Alain Souchon a créé cette chanson qui s'appelle Le Marin en 2005, je crois. Et il le chante en trio avec ses 2 fils, et c'est très beau. D'accord. C'est tout doux pour commencer. Et puis vous allez voir qu'après ça va un peu, voilà quoi. Après, moi j'oscille un peu sur la plage. Parce que pour moi, il y a la mer, il y a la plage. C'est pour ça que tu... Ah d'accord. Voilà, là, maintenant. On est encore sur les marins. Oui, on a pris un peu de retard, c'est pour ça. Et donc, vous allez écouter Marin d'Alain Souchon, Ours et Pierre Souchon. Le retour au direct, toujours sur Radio Flamme, vous écoutez Cool Afternoon, le duo, avec le retour de Bridget et Richard. Hein. C'est vrai qu'on s'amuse bien sur cette émission, et aujourd'hui, on est comme des poissons dans l'eau, hein, puisque c'est vrai que on a décidé de tremper le maillot depuis le début de cette émission. C'est joliment dit. Hein, mais surtout que nous avons une invitée d'Almaïn Mao, et qui est femme marin-pêcheur. Et justement, c'est quand même assez étonnant. Elle nous fait rêver depuis le début. Hein, ça dépend à quel moment, hein, quand même. Ça dépend à quel moment. Est-ce que tu sais par contre combien il y a de femmes qui exercent le même métier que toi? C'est un pourcentage infime par rapport aux hommes. Alors ouais, je ne saurais pas dire le pourcentage exact, mais j'en ai pas croisé beaucoup. Je crois que ça doit se compter. Ouais, je pense. Hein. Peut-être sur deux paires de mains. Sûrement. Oui. Ouais. D'accord. Oui, excusez-moi, j'étais en train de programmer. Je vois, je te voyais bien occupé. J'étais très occupé, j'étais en train de programmer la suite. Oui, donc c'est vrai que c'est un métier aussi que, comme on disait tout de suite, mais tu manges des poissons tous les jours. Qu'est-ce que c'est le menu à bord d'un bateau? Parce que c'est vrai que si vous êtes marin-pêcheur, on se dit que c'est pas difficile. Vous avez le garde-manger ouvert en permanence. Hein. Par contre, tu dois avoir des super recettes de poissons. Ben, à bord, c'est vrai surtout quand on est à la Coquille Saint-Jacques, on essaye de privilégier le repas du soir en poisson ou en coquille. Mais coquille, c'est bon ça. Que c'est pas parce que j'ai un papa pêcheur que à la maison on mange du poisson tous les jours. Hein. C'est comme le cordonnier qui est toujours le plus mal chaussé. C'est vrai. Voilà, c'est ça. On n'a pas tous les jours le poisson frais. Hein. Mais c'est vrai qu'à bord on en profite. On prend un petit turbo, une petite sole, une raie. Ce sont les belles pièces. C'est vraiment les meilleurs poissons. Ah bah ouais, c'est vrai que c'est assez pas mal à manger. C'est aussi donc du coup ça veut dire que qu'est-ce que vous mangez à bord des bateaux? C'est parce qu'on pourrait penser qu'à bord d'un bateau, surtout un bateau de pêche, même sur ton bateau le Thalassa, c'est vrai que c'est un grand bateau, mais donc du coup c'est quoi les menus que on peut vous proposer? Alors du coup sur le Thalassa on mange assez bien parce qu'on a une entrée froide, une entrée chaude, le plat, fromage, et ensuite soit yaourt, fruits, ou le jeudi et le dimanche du coup on a le droit à un dessert, mais on mange vraiment comme à la maison, de la viande, du poisson, tout. Ah oui, c'est vraiment bien fait quoi. Vous devez avoir besoin d'avoir un nombre de calories, on dit plus ça, je crois qu'on dit non, personne me dit. Non, tu dis toujours les calories. Oui, voilà. Ok. Les joules, non, non. Je sais même pas. Non, je me préoccupe pas ça. Mais bref,
il faut quand même de l'énergie. Donc vous devez avoir des repas suffisamment énergétiques. Comme un sac vide tient pas debout, donc c'est tout à fait ça, quoi. Bonne expression de chez nous. Et vous avez un cuisinier sur le bateau? Alors sur les bateaux océanographiques, on a un cuisinier et un second cuisinier, donc là c'est super top. Et sur les bateaux de pêche, dans ma famille en tout cas, c'est le mécano qui s'occupe de faire à manger. D'accord. Donc là c'est pas vraiment la même chose. Est-ce que vous prenez des fois des touristes? Est-ce qu'il y a des touristes qui vous demandent dans 5 minutes, elle va te demander si tu l'embarques. Sur les bateaux de pêche, est-ce que ça arrive? Oui. Sur les bateaux de pêche, enfin des touristes, il y a une photographe qui est venue pour prendre quelques photos de moi. Ma chère. Tu nous avais caché ça, Lyon. Bah oui, mais forcément, c'est super intéressant. On a le reportage Thalassa, justement, qui passe le dimanche à la télé. Qui est très venu, bien d'ailleurs. Qui est venu faire des vidéos. Donc pareil, il est venu nous interviewer. Des scientifiques parfois, qui peuvent embarquer. On a des stagiaires. Et il y a aussi le chef du restaurant Le Pili, qui vient faire bien parfois connu. quelques marées. Donc on peut réussir à faire une marée. Ah, tu vois, t'as toutes tes chances pour pouvoir embarquer. Essaye de dire que c'est la radio, parce que je pense qu'autrement ils vont dire non, c'est même pas la peine. Je me demande comment je supporterai. Ça dépend du temps, tu vois. Si on peut choisir, tant qu'à faire, il faut que la mer soit plate. Vraiment plate. Ah non, moi, je préfère quand ça bouge. Il est vantard. Ah non, mais je suis un ancien marin, j'ai fait ma marine nationale. Mais dans ancien marin, il y a ancien. Le canal de Mozambique avec les fameuses vases scélérates, oui, j'ai connu. Donc du coup, ah oui, ouais. On a couché le bateau à plus de 40 degrés. Quand on a été embarqués tous les deux pour la Dream Cup. Oui, on a failli griller. Oui, mais nous, on était debout, on était vaillants. Je me rappelle d'un journaliste qui a été embarqué, qui a passé tout cet épisode allongé par terre. Tu te rappelles ? Avant que l'incendie commence. Avant l'incendie du émetteur. Alors, précision, si un jour tu souhaites partir avec Bridget en voyage, prends jamais le même, mais vraiment ne prends jamais le même moyen de transport que elle. C'est extrêmement dangereux. Arrête, tu vas me faire rater toutes mes chances d'embarquer. Ah oui, la dernière fois que non, je vais éviter. Oui, mais la dernière fois que j'ai embarqué avec elle, je te rappelle qu'il y a eu un début d'incendie dans le moteur du bateau. Mon grand-père était pêcheur. Il était timonier sur un navire. Qui a été coulé dans les années. Le Rouen. Non, le Rouen, c'était autrefois. Et il était marin-pêcheur. Donc, tu vois, hein, j'ai du sang de marin dans les veines. Moi, par contre, j'ai vu une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça fait moins d'1 an. Le bateau avec lequel j'ai fait ma marine à l'époque, en 97, hein, c'était la Garonne. C'était un bateau qui faisait une centaine de mètres, mais c'était un bateau atelier. A été détruit au large en séance de tir. Ah ouais. Et j'ai retrouvé, mais par hasard, grâce à YouTube, parce que maintenant c'est vrai que quand tu cherches bien sur YouTube, tu arrives à trouver de nombreuses informations, et j'ai retrouvé cette vidéo où justement tu vois le bateau, donc la Garonne, le vieux bateau où j'étais à bord, se faire détruire et couler. Et ça m'a vraiment choqué, parce que je connaissais très bien ce bateau, j'avais passé 1 an à bord, j'avais fait tout l'hémisphère sud avec ce bateau, La Réunion, Madagascar, aussi et aussi défilé devant Nelson Mandela en bas en Afrique du Sud. Donc du coup on avait voyagé dans ces coins-là et c'est vrai que c'est un bateau qu'on connaissait par cœur, qui était très bon et qui était vieux peut-être, mais qui marchait bien, et malheureusement il a fini sa vie en étant coulé. Et ça m'a vraiment, quand j'ai vu cette vidéo par hasard, mais ça m'a choqué, parce que c'est vrai que je reconnaissais parfaitement le bateau, ça faisait quand même quelques années que je ne l'avais pas vu, donc on s'attache et je m'imaginais, mais en plus voilà, tu t'imagines, tu savais à quel endroit où c'était, toi tu savais comment était fait le bateau et tout ça, et c'est vrai que ça m'a vraiment choqué. J'en profite pour dire à nos amis du Cotentin, aux auditeurs, que le chalutier, le Jacques Louise, qui est bien connu à Cherbourg, qui est le dernier chalutier construit aux établissements en Bello, je crois, si je me rappelle bien, et qui était dans le port, a fait une petite excursion pour être un petit peu renfloué.
Il vient de retrouver sa place dans le port de Cherbourg. C'était Il était vraiment pour il était pourri, quoi. carrément. C'était Il était pourri, il prenait l'eau. Donc maintenant, ça s'est rétabli et j'ai cru voir que prochainement, il allait subir des travaux de restauration sérieux pour qu'il retrouve une allure de bateau. C'est ce que j'ai lu sur le. C'est un bateau bien connu des Cherbourgeois. C'est vrai que c'est un vieux bateau qui est. Je pense qu'on l'a toujours connu, ce bateau, à cet endroit, qui n'a jamais bougé. Ouais, je crois bien, ouais. Et c'est vrai que la dernière fois c'était assez choquant quand tu vois qu'il n'y avait plus le bateau. Tu dis, mais comment ça se fait qu'il n'est pas là, ce bateau? Et en fait non, il était bien là. Il était parti se faire une petite beauté avant une grande beauté, apparemment, d'après ce que j'ai lu sur le compte du maire de Cherbourg, que apparemment dans quelques semaines ou dans quelques mois il y aura une nouvelle série de travaux pour une restauration plus profonde. Mais là c'est parce qu'ils ont fait ça à cause, je crois qu'il allait justement avoir des gros problèmes et ils allaient risquer de le retrouver dans le fond. C'est ça, parce qu'ils veulent le remorquer soit vers Saint-Va ou vers Brest, selon qui récupérera le chantier, entre guillemets. Oui, entre l'appel d'offres. Donc il faut qu'il flotte, en fait. C'est ça, pour pas le perdre en remorque. Oui, parce que c'est pas parti. Ça peut être dangereux quand même. Hein. Alors donc du coup, tu nous as pas dit, mais là, il fallait qu'on y passe, c'était obligé. C'est quoi ta meilleure recette de poisson que tu peux nous sortir là, en nous disant à nos auditrices, en tout cas en nous disant, celle-ci, on est sûr qu'on peut... Avant de commencer par la recette, les coquilles Saint-Jacques. Ah, toi, tu voulais... Pardon. T'as acheté des coquilles Saint-Jacques pour ce soir, toi? Parce que... J'aime bien en manger. Franchement, il n'en faut pas beaucoup, mais c'est tellement bon. Comment peux-tu nous dire comment est-ce qu'on doit les préparer, les nettoyer, etc. Parce qu'il y a des partisans pour on garde le corail, et il y en a d'autres qui disent non, il ne faut pas. Et franchement, des fois, c'est pas si simple de savoir ce qu'on doit garder dans la coquille. Comment tu fais? Eh ben, du coup, déjà, il faut savoir, c'est ma mère qui le fait chez moi, c'est pas moi. Hein. Moi, je la pêche, je la ramène et je m'en occupe pas. Mais du coup, on enlève alors la barbe ou la barde, ça dépend qui le dit. Hein. Ça, on peut le récupérer pour faire une sauce aussi, ce que je ne savais pas. Ensuite, la coquille, on peut garder le corail. Il faut juste enlever le petit noir. Il y a un petit truc noir, hein, d'accord. Ça doit être, je sais pas, peut-être l'intestin, un truc comme ça. Non moi, toi, tu manges tout. Pourquoi tu me regardes? Je suis pas vétérinaire, moi. Je suis pas fan du corail, mais mes parents le mangent et on peut en faire une sauce. D'accord. C'est ça. Mais alors, la coquille Saint-Jacques, le meilleur, c'est nature. Alors c'est poêlé très rapidement, c'est ça? Tu après, mets des échelles. Les manger cru aussi, ça peut être pas mal. Ouais. Avec un peu de citron ou cru comme ça. Cru comme ça. Dès qu'on l'ouvre, on peut la manger comme ça si on est sûr de la fraîcheur. D'accord. C'est sort de l'eau en théorie. Voilà, après, c'est ça. Oui, il faut savoir qu'on les décortique pas à bord. Oui, ça, c'est interdit. Voilà. Vous les laissez, mais par contre c'est particulier. Et ça se ramasse, enfin ça se pêche plutôt comment? Puisque j'ai vu que sur les photos que tu m'as envoyées, on te voit justement en train de trier des coquilles Saint-Jacques. Ça se... Alors, comment on les trouve? Ça se comme un gros râteau, ouais. Où il y a une poche derrière, et en fait on va venir racler tout le fond. Et il faut savoir que du coup, ce qu'on appelle le couteau, ce qui va représenter un peu les dents du râteau, vont être assez espacés, tout ça pour pas laisser les petites coquilles. On a le maillage derrière pour vraiment il y a une taille réglementaire. Il y a des tailles. Ensuite, une fois qu'elles arrivent sur le pont, nous on les pige. Donc ça veut dire qu'on les mesure avec une sorte de ce qu'on appelle une pige en forme de F. Ah oui, d'accord. Pour voir la taille normale. Un pied à coulisses, quoi, un truc comme ça. C'est ça, mais fixe. C'est tout à fait ça. Pour gagner du temps, quoi. Ouais. Après, au fur et à mesure de la marée, on arrive à voir ceux qui font ça depuis des années, ils sont ça à l'œil. Oui, vous avez vraiment l'œil pour repérer tout de suite celle qui est dans les bonnes tailles ou voilà. Et puis après, on va les nettoyer, donc on va enlever ce qu'on appelle les PD, donc les crépidules. Oui, c'est ce qui se colle. Oui, c'est des sortes de parasites qui se collent sur la coquille. On va les taper dessus. Après, on les laisse dans les bacs. Le côté bombé en bas. Donc le côté plat vers le haut pour qu'elle puisse garder son eau. D'accord, ah oui, comme ça elle reste dans son spa. Comme ça elle reste vivante. Voilà. Et puis on les arrose au fur et à mesure de la marée pour qu'elle soit bien fraîche et qu'il y ait le moins de sable possible arrivé en poissonnerie ou sur les tables. Justement, ta question c'était ça, comment tu fais pour enlever le sable c'est ça, parce que je suppose qu'on a tous vécu ce désagréable moment où ça croustille trop, mais c'est... Faut les rincer plusieurs fois. Faut les laisser dégorger, vraiment les rincer.
T'as une technique pour les dégorger plus vite Vraiment, une fois qu'elles sont décortiquées, les noix on les met dans la passoire et on les rince, on joue avec directement nos mains, une fois qu'elles sont épluchées, quoi. C'est ça. Ouvertes. Il faut les ouvrir avant. Pour les ouvrir, c'est pas très compliqué, hein. C'est quand même plus facile que les huîtres. Le couteau. Feuille de laurier, ça s'appelle une feuille de laurier. D'accord. Et puis c'est plat, quoi, en fait. C'est ça. On vient la coulisser au niveau du cul de la coquille, le clipser, et puis on racle pour rien perdre. D'accord. J'aime bien ce métier, ils ont des noms, alors c'est tellement bien. Ouais, c'est vrai que ça peut paraître bizarre. C'est vrai que la phrase sortie de son contexte, si on demande à Christophe de recouper l'émission, je pense qu'on peut, ça peut être particulier, quoi. C'est sûr. Ça, faut pas couper. D'accord. Non, voilà, faut rester dans le contexte de cette émission, où on reçoit justement Almaïd, qui nous raconte vraiment son métier. C'est vrai que c'est passionnant, parce que ça nous permet de découvrir un métier que nous ne connaissons pas, mais qui en même temps qui nous fait aussi rêver, parce qu'on a tous plus ou moins, on voit si on habite sur Cherbourg ou sur la côte ouest, en tout cas on voit très très souvent des marins pêcheurs partir, où on côtoie des gens qui font ce métier. C'est un beau métier. Il y a quelques années où c'était un métier qui était rémunérateur et en même temps qui était passionnant et par des passionnés. Bon, maintenant peut-être un peu moins, je pense. C'est un peu plus dur, avec le gasoil qui augmente. Donc faut savoir, les salaires sont pas fixes, donc c'est à la part, donc on n'est jamais sûr de ce qu'on va gagner quand on fait le métier de marin pêcheur. Et la fameuse la part. Mais il y a toujours des aléas. Il y a très très peu de temps, il y a quelques mois, il y avait les problèmes liés aux licences par rapport au Brexit, qui a provoqué quand même un certain énervement des marins pêcheurs, d'ailleurs de la région. Il y a aussi des fois, ils se bataillent un petit peu avec les îles anglo-normandes. Pirates des Caraïbes, c'est à peu près la même chose. Tout à fait ça. C'est un petit peu ça. Est-ce que ça arrive que tu sois sur un bateau avec un canon et que tu attaques des Anglais, c'est ça? Qui pêche du homard? C'est des casiers là pour les homards. Ça, c'est des casiers. J'ai jamais fait. T'as pas fait des casiers? Parce que le homard, c'est bon. Ils sont là-bas. Mais c'est mort, toi tu. Mais moi je suis gourmande. J'apprécie les bonnes choses. Oui, c'est vrai que mon grand-père qui est plaisancier maintenant, quand il nous empêche, à tout le monde atterrir chez lui. Tout le monde veut sa part. Quand j'étais petite, moi je prenais les queues de homard et je dessinais. Tu peins? Ça se fait plus trop. La transition que j'avais choisie, mais là tu viens de me la casser complètement parce que vas-y. Parce que là tu viens de parler de queue de homard. J'allais te demander, est-ce que tu connais justement cette expression prendre son pied? Ah non. Et justement, la transition me paraissait un peu chaotique et vu comme ça, elle est un peu encore plus chaotique. C'est encore pire. Oui. Mais justement, comme tu me parlais de part. Oui. Et ben justement, tu savais pas que, alors maintenant tu le sauras, c'est que à l'époque de la piraterie, la fameuse prendre son pied, c'était la mesure des pièces et des produits qu'il récupérait. Et donc du coup, chaque marin pour récupérer sa part prenait son pied. Ok. Et ça vient de là. Et donc du coup, prenez son pied. Oui. Donc toi, t'aurais pas une grosse part. Non, ça va non. 37, 38, c'est pas génial. C'était parce que c'était un pied de haut. Donc un pied de haut, c'était à peu près tout était entassé. Et donc chaque marin prenait sa part. Et donc du coup, c'était son pied. C'était mesuré en pied puisque c'était souvent des Anglais ou des mesures impériales. C'est les pieds. Donc c'était à chaque fois comme ça. C'est pour ça que l'expression que l'on connaît, qui peut nous faire rire, vient de la mer et vient aussi en même temps un peu des pirates. Alors Berthe avait beaucoup de chance. Berthe au grand pied. Ah oui. Bon, je pense que je vais mettre de la musique. Ça va être aussi bien. Alors, vu que je suis un peu en retard, je vais mettre de la musique et en même temps, je vais peut-être enchaîner avec une page de pub. Comme ça, au moins, on va pouvoir faire un final. Alors, j'ai un peu dévié sur la plage. On est d'accord? Là, maintenant, j'ai mis quoi comme musique? Coco, c'est ça? Eh ben oui, Coco Caline de Julien Doré, parce que d'abord, j'adore cette chanson, j'adore Julien Doré. Donc, je me fais plaisir en même temps, j'espère vous faire plaisir aussi. J'aime bien. Et puis, il se passe des trucs sur la plage, parce qu'il n'y a pas que la mer, il y a aussi la plage. Donc, vous allez voir, on va un petit peu osciller vers la plage maintenant. C'est bien. Mais alors, Julien Doré, pour ceux qui ne connaissent pas, il est auteur, compositeur, interprète, musicien, producteur, acteur français. Il est né en 82 à Alès, dans le Gard.
Il s'est fait connaître parce qu'il a gagné la 5e saison de la Nouvelle Star en 2007. En 2015, il remporte la victoire de l'artiste-interprète masculin aux victoires de la musique. Et moi, je l'adore parce qu'il est très très proche de ses fans. Il a un grand cœur parce que voilà, il est toujours prêt à participer à de l'entraide. Il n'hésite pas à se moquer de lui-même parce que voilà, il s'est fait moquer un petit peu parce que ses phrases se terminent en AA ou des choses comme ça, et il en rit lui-même. Mais c'est très poétique ce qu'il chante. Et là, on part sur la plage, Coco Caline, et on va danser. Ah bah, si tu veux, et après on écoutera aussi notre page de pub. Le retour, c'est vrai que notre Coco Caline, on est parti du côté voyager avec Julien Doré. Ça t'a fait plaisir, moi, j'espère? Oui, j'ai pris mon pied. Pour ceux qui nous écoutent depuis le début de l'émission, hein, c'était une petite anecdote t'as appris des choses, de Richard sur le pied. Mais c'est vrai. Le pied en tant que part de marin. Non, mais les pirates se faisaient payer par des parts. Bon, les 3 quarts du temps, on cherchait toujours les trésors, mais en fait, ils dépensaient tout sur place avec l'alcool et tout ce qu'ils pouvaient avoir sur du les rhum, des femmes. Et voilà. Voilà. Et donc, du coup, tu as parfaitement raison. Donc, du coup, ils dépensaient tout, quoi. Mais voilà. Et donc, ils récupéraient leurs pieds de trésors. Et donc, c'est pour ça que certains, quand tu regardes les récits de l'époque, tu découvres que, par exemple, les assiettes étaient coupées. Parce qu'il fallait que ça soit des parts égales. Donc, du coup, des fois, quand ils avaient des trésors, c'était des fois, c'était de la vaisselle en étain, en argent, quoi que ce soit. Donc, ils n'hésitaient pas à couper directement de façon à être sûr que chacun avait la bonne part et le même poids. C'est malin. Non, mais après, c'était dépensé, voilà, sur place. En tout cas, voilà, une émission qui navigue bien depuis plus d'une heure, en compagnie de Almaïd Mao, qui est justement marin-pêcheur et qui nous raconte un petit peu toutes ces anecdotes, donc drôles aussi, parce que c'est vrai qu'une femme à bord d'un bateau, ça doit être assez drôle. Hein, ouais. Et l'odeur du poisson. Non mais moi je veux j'ai vraiment eu peur là. Je veux tout explorer. Et on fait pas l'émission de la 5 sur la santé. Hein. Est-ce qu'il y a un truc, parce que le poisson ça sent fort quand même. Ça sent bon. Ça sent bon le poisson frais. Le poisson frais, ouais. Mais le poisson qui reste dans le chalut parce qu'on l'a pas bien secoué et que quand on est en ville et qu'on sent les chaluts qui. L'été c'est tout à fait ça. Ah, et à bord on a le droit aux petits asticots quand même. Ah oui. Il y a un ou deux poissons qui restaient bien cachés qu'on n'a pas eu le temps de bien voir ou de bien. Ouais, l'odeur est moins. Ouais, c'est un métier c'est compliqué quand même. Il y a le fioul aussi, l'odeur du. C'est vrai que sur les bateaux de pêche tout se mélange. Tout vraiment, c'est vrai que quand on arrive du coup à la maison, tout de suite tu pues. Bon, c'est comme une personne qui travaillerait en boucherie ou en boulangerie. Enfin, l'odeur reste. Oui, ça rajoute quand même, en plus de la mer qui peut tanguer. Ouais. C'est pour ça qu'ils préfèrent les embarquer 2 mois, comme ça au moins pendant 2 mois ils sont tranquilles. Après, sur les bateaux océanographiques, on n'a aucune odeur. Ah oui. Parce que on sent vraiment rien. Du coup, c'est beaucoup plus grand, tout est bien séparé, on sent rien. Alors, il y a eu aussi une polémique il y a quelques polémique semaines. Victor. Je m'arrête. Mais je pouvais pas ne pas la faire. C'est pas possible, je vais pas tenir. Mais non, mais là, je suis partie en exploration. Bon, donc du coup, il y a quelques semaines, il y a eu une polémique avec ces méga chalutiers qui traînaient un peu dans la Manche et qui a soulevé un véritable vent de révolte dans le milieu, a priori, d'après ce que j'ai vu. Ça se passe comment en ce moment? Est-ce que vous sortez justement les canons, vous préparez les sabres Comment ça se passe? Raconte-nous. C'est un peu injuste. Ils arrivent, ils engloutissent des tonnes et des tonnes de poissons. Mais comment ça se fait qu'ils sont... Alors, explique-moi, parce que moi, je ne sais pas, mais... C'est des bateaux-usines. Oui, mais comment ça se fait qu'ils pêchent à ces endroits-là et qu'il n'y a pas des... je sais pas, moi, pour moi, c'est impossible, ce genre de truc. Je voyais ça à la télévision, je pensais que ça se faisait en Afrique, en Amérique, ce que je veux. Et là, d'un coup, j'apprends par hasard que on nous dit qu'il y a des bateaux qui viennent, mais au large, là, de la Manche, proche de Cherbourg, peut-être, et qui viennent pêcher directement. Mais ils sont soit sur les eaux, t'es d'accord, soit sur les eaux anglaises ou sur les eaux françaises. Comment ça se fait qu'ils pêchent à ces endroits? Il y a des eaux internationales, des endroits. C'est parce qu'il y a du poisson. Je pense qu'ils suivent le poisson eux aussi. Hein. Donc je pense pas qu'ils s'occupent vraiment de l'endroit. Du moment qu'il y a du poisson, ils ratissent tout et puis ils s'occupent pas du petit pêcheur qui est à côté. Ah oui, parce que là c'est des tonnes et des tonnes, visiblement. Ouais. C'est pour ça que c'est un peu. Puis quand on sait c'est du poisson congelé qui finit en poisson pané ou. Oui, parce qu'apparemment ils ressortent en poisson pané, visiblement.
Comment ça se passe Ne fais pas de blagues sur le poisson pané, s'il te plaît, parce que je sens qu'on y a pensé. Oui, c'est vrai, j'ai pensé fort. Trop fort, justement, évite. Almaïd, comment ça se passe les marins pêcheurs, enfin les patrons de pêche, ils savent comment se passent les comment. C'est pas très clair. Là. Non, je suis pas. Oui, je suis pas très clair. Mais comment savoir où se trouve le poisson? C'est toujours à peu près aux mêmes endroits que se trouvent les bancs de poissons en fonction de la période. En général, je pense que c'est les sonars qui vous le disent, non? C'est ça. Ah oui, d'accord. Donc le bateau part et avec le sonar. Ça fait comme des cartes des cartes. Ah oui, d'accord. On a le sonar qui tourne et ça, dès qu'il y a une masse de poissons, ça vient du coup se réfléchir sur le poisson qui nous renvoie l'image sur le sonar. Et au pire du pire, est-ce que ça peut arriver qu'il y a un bateau qui part en pêche et qui ne trouve jamais de poisson? Ça peut arriver vraiment une catastrophe, une pêche catastrophique où le bateau revient sans rien? J'ai vu une ou deux fois faire 2 coups de chalut et qu'il n'y ait rien du tout. Ah ouais. Alors, on se regarde ça c'est terrible, c'est terrible parce que les marins ne sont pas payés, il n'y a pas. Le réchauffement climatique est là justement, c'est qu'il y a de plus en plus de poissons qui sont, il y a de moins en moins de pêches qui sont fructueuses, ça c'est clair. Hein. Mais en même temps, il y a aussi le fait, c'est que il y a aussi la partie archéologique, beaucoup de comment on appelle ça, d'épaves sont détruites jusqu'à peu près 300 ou dans la zone de 600 à 0 mètres, hein, parce que justement les chaluts détruisent tout sur leur passage, hein. Et donc du coup il y a aussi une disparition très inquiétante de la part des scientifiques justement de certaines épaves qui sont totalement détruites puisque. Et comme on pêche les épaves. Ça leur arrive de récupérer des morceaux ou même des sous-marins de temps en temps. Donc de coup. Des fois, il y a quelques morceaux qui peuvent être bizarres quand on remonte. Et ça peut, oui, il y a des choses. Moi je le vois plus quand on fait la coquille Saint-Jacques, parce que le reste de l'année on est au pélagique. Donc c'est un chalut qui est entre 2 eaux, donc on frotte pas le sol. Ah oui, donc de coup. Le sable quoi. Mais il y a certains, il y a un des chalutiers qui a pêché une ancre il y a quelques années, qui est maintenant posé à côté des hélices. D'accord. Ah d'accord. Oui, d'accord. Mon cousin avait dû remonter parce que là tu fais le geste, c'est assez drôle. Une hélice. Ah d'accord. Voilà. J'étais en train de chercher. Ça c'est drôle, tu sais, ça nous fait rire nous. C'est ça, le temps que les mots arrivent. Mais on pêche des fois des obus, des petits trucs comme ça. Oui, c'est la pêche moderne, tu sais. C'est des petits gadgets. On nettoie en même temps de pêcher. Voilà, vous faites un peu de nettoyage, sauf pour le bugalet de braise ou qui se retrouve avec un gros poisson géant de type sous-marin, quoi. Ouais. Là voilà. C'est un peu plus. Ouais. Parce que là, c'est la réaction. Et justement, vous y pensez de temps en temps à ce genre d'accident. Et ça y est, il va nous gâcher la phase de l'émission. Est-ce que justement, vous, dans les procédures... On avait dit, on fait un truc gai. Ouais, mais bon, il faut bien poser la question. Mais moi, je sais que quand j'ai vu le reportage, enfin, j'ai vu les reconstitutions, où en fait, pour moi, quand vous jetiez un filet comme ça à la mer et que il y avait une certaine élasticité, et que ça se passait très vite. Or, quand on voit ce reportage, on s'aperçoit que dès qu'il se prend dans le entre guillemets le truc totalement inconnu que l'État ne dit que c'est pas ça, mais bon, on suppose fortement que c'est un sous-marin. Enfin, visiblement, ça m'étonnerait qu'un ovni dans la mer n'existe pas. Et la secoupe n'a pas pu le faire, donc toute semblance, ça serait un sous-marin. Immédiatement, pratiquement quelques secondes après, déjà le tableau à l'arrière, il est déjà sous l'eau. Ah ça fait comme une... je pense qu'il a rien pu faire. Si le sous-marin allait d'un côté et lui de l'autre, il s'est trouvé... Il n'y a pas un moment où en fait t'as les treuils qui s'en vont, enfin tu vois ce que je veux dire, il y a un moment donné il y a des choses qui se font, qui sont installées pour couper les funes, donc les câbles qui retiennent le chalut. Donc il y a certains bateaux qui en sont équipés. Mais autrement, une fois que le treuil il est parti, il est en roue libre, on peut plus rien faire, quoi. Ouais, donc du coup il faut vraiment réagir très très vite, quoi. C'est ça, ouais. Parce que en plus en pleine nuit, voilà quoi. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant, hein, parce que c'est un métier où c'est pas. Je te laisse ramer là. Non, mais tu sais que c'est pas le métier où tu le jettes ta petite canne à pêche et tu attends, quoi. C'est pas du tout ça, quoi. Mon grand-père il nous raconte certains trucs où quand il dit qu'en pleine pêche il est étal, ça doit faire bizarre. Nous des fois quand on est à la coquille Saint-Jacques on le sent, mais c'est plus un gros caillou. On se dit tiens on passe les funes qui vont se tendre un peu plus.
Mais quand on écoute les anciens raconter quelques récits, c'est prenant. Ouais, parce que ça peut aussi des fois, c'est l'histoire et en même temps c'est du vrai quoi. C'est du concret de choses que tu peux pêcher. Alors si tu pêches une grosse pierre, éventuellement ça peut c'est pas... ça peut être gênant. Il y a eu des requins. Il me semble que mon grand-père m'avait raconté un requin pèlerin dans un chalut. Ah oui, quand même. C'est toujours impressionnant de voir une grosse bestiole comme ça. On se demande comment c'est possible. Bon. Alors en tout cas, ça a été un véritable plaisir de t'avoir ici derrière le micro. Je voudrais juste, si tu veux prendre quelques secondes à dire bonjour à tout le monde que tu veux, il n'y a pas de souci. Et en même temps, éventuellement, reprends rendez-vous à ton prochain débarquement ici. Hein, ah bah ouais, avec plaisir carrément. Puis je passe le bonjour à tout le monde. Voilà. C'était du court. Tu t'entraîneras pendant les 2 prochaines mois pour faire les conclusions d'émissions de radio. Les dédicaces, ouais. Parce que éventuellement Bridget va pouvoir te parler la prochaine fois sur tout ce qui est habille et tout ça. Donc du coup, en plus, en fonction des saisons. Ah bah là, ça y est, on est fixé. C'est jaune. La couleur, c'est jaune. Ah ouais. Pas autre chose que du jaune. Que du jaune. Tu pourrais pas demander qu'il te fasse en rose, juste pour rigoler? C'est vrai que ça pourrait être sympa. Au moins, on verrait. Hein. Mais après, ça ferait cliché. Les filles seront en rose. Et quand même. Il faut que ça se voit en fait sur la mer, sur ça peut pas être bleu. Bon, clairement, le bleu, ça serait pas bon. Si Guy peut nous écouter en ce moment, qu'il nous les fasse directement en rose, juste rose, pour Almaïd. Ouais. Et vous l'envoyez directement chez Almaïd Mao, à Cherbourg, de façon à ce que justement vous puissiez, vous lui envoyez tout rose. Je fais la publicité, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'était un véritable plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Merci. Radio Flamme.